Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin deux groupes d'invités. Le premier groupe est composé de Patrick Giraud et de Hans Peters. Patrick Giraud qui est donc directeur de la firme International Advanced Group Study, spécialisée dans l'évaluation des maisons affectées ou non. Avec le premier groupe, on va voir comment procéder, comment évaluer une maison affectée ou non par le tremblement de terre. Est-ce que cette maison-là peut résister à un séisme de faible magnitude ou à un séisme de magnitude 6 ou 7. Donc, ils vont faire des démonstrations aussi à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Et dans un second temps, Dominique Carbonis et Jim Chou, qui font partie de l'équipe Swim for Haiti, Nager pour Haïti. Cette deuxième équipe est déjà avec nous. Alors, commençons avec le premier groupe. Patrick Giraud, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Je vous en prie. Hans Peters, bonjour, bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs de Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour discuter de choses utiles Utile et importante aussi. importantes aussi. Préventif. Préventif, voilà. Alors, l'idée dans tout ça, c'est de revenir sur les dégâts causés par le séisme de janvier 2010. Jusque-là, certaines gens vivent encore à l'intérieur de leur maison qui avait été soit détruite ou fissurée, bon, pas détruite, mais au moins affectée, fissurée ou pas. Alors, avec vous, j'ai appris que la maison peut ne pas être fissurée, pourtant sérieusement affectée à l'intérieur. Absolument. Et votre compagnie apparemment détient une technologie qui permet d'évaluer les maisons affectées. Donc, avec vous, nous allons essayer de comprendre. Parlez-nous un petit peu, je ne sais pas qui, si c'est Hans ou si c'est vous, Patrick, qui allez me parler de cet outil technologique moderne, je peux dire ça? Très, très moderne, effectivement, qui utilise justement... Donc cette technologie est une technologie suisse. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la technologie suisse est une technologie très avancée. Et donc, ce sont des matériels qui utilisent une informatique, qui utilisent des chipsets très, 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 très performants, qui permettent d'évaluer et très précisément les travaux et surtout les maisons pour lesquelles nous sommes demandés d'intervenir. Vous avez fait déjà des expériences de ce genre dans d'autres pays? Dans d'autres pays, non. C'est en arrivant en Haïti que nous avons décelé un besoin en matière d'évaluation parasismique. L'activité, je vais essayer de recentrer un peu le débat, l'activité principale de l'IAGS, donc vous avez expliqué l'acronyme, c'est dans un premier temps l'évaluation immobilière. Dans un second temps, l'évaluation parasismique, et nous travaillons également sur des projets immobiliers. D'accord. Donc là, aujourd'hui, notre venue ici, c'est pour expliquer ce que nous faisons en matière d'évaluation parasismique. Okay. Donc, alors, vous évaluez le statut de la maison. Voilà, le statut de la maison. Nous sommes sur des constructions existantes et comme vous le disiez à juste titre, il y a des constructions qui ont été détruites, sur lesquelles notre intervention est nulle et non avenue. En revanche, on peut y avoir des maisons qui ont subi, en tout cas qui ont traversé le séisme sans forcément de dommages apparents. Il y a des maisons qui ont traversé et qui n'ont aucune fissure. Donc on nous demande d'intervenir sur ces maisons afin de savoir s'il n'y a pas de problème. C'est de savoir comment est protégée la maison. Vous avez des maisons qui sont naturellement protégées. En tout cas, l'architecte qui a travaillé sur le projet de maison l'a suffisamment renforcée pour qu'elle puisse résister.
Donc il a eu cette avance, je veux dire, cette réflexion technologique en disant je vais protéger cette maison, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En revanche, d'autres maisons ne sont pas protégées de la même manière. Donc c'est là que nous intervenons et que nous définissons avec l'appareil dont nous sommes dotés, savoir si cette maison est parasismique ou ne l'est pas. Voilà. Donc maintenant, une fois vous constatez le statut réel de la maison en question, vous allez vous prodiguer des conseils ou bien vous faites des recommandations? Bien sûr. L'appareil nous permet de faire la lecture de l'assemblage des fers dans la structure, de la maison. Bien entendu, il y a aussi un relevé métré qui est exécuté. Est-ce que c'est l'appareil que je suis en train de... Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est le scanning qui se fait. C'est le scanning. Là où on arrive au point haut, c'est exactement là où se trouve la barre de fer. OK. L'une des barres de fer, alors. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'appareil... Après ce prélèvement, ces données sont transmises sur ordinateur à un ingénieur en structure qui fait les calculs pour voir si cette maison peut résister à tel séisme de telle magnitude. Il y a même des simulations sur ordinateur qui montrent comment l'immeuble va réagir. Se comporter. Donc là, mais c'est un petit appareil. Bon, c'est un petit appareil avec des capacités énormes. Attention, là, c'est la base. C'est l'appareil qui permet de faire le scanning. À côté de ça, vous avez un petit ordinateur qui récupère l'ensemble des données. Et à partir de cet ordinateur, ces données sont transmises à un Et vous êtes ordinateur. où là? Vous êtes où là? Nous sommes dans la cour de métropole. Vous êtes en train d'évaluer Métropole, c'est ça? Vous allez nous dicter, nous dire la vérité? Bon, si vous voulez, on peut le soumettre à l'ingénieur en structure qui en fera l'étude. Oui, mais je peux vous dire de but en blanc que cet immeuble, particulièrement de la façon dont les poutres sont, ça démontre que quand même il y a eu une certaine rigueur dans l'exécution parce que ce ne sont pas les dalles Aoudi en général. Il faut craindre les dalles Aoudi et dans le concept des parasismiques. Il faut plutôt se... Je vais demander à la régie de me permettre de revoir ce que voit justement l'appareil. Et là, on est sur la cour de métropole. Oui. On est sur la cour de métropole. Et apparemment, il n'y a rien d'anormal, non? Parce qu'il n'est pas surpris du tout. Notre préoccupation, c'était le champ d'induction magnétique. Parce que cet appareil est extrêmement sensible au courant. À chaque fois qu'on évalue un immeuble, on est obligé de couper toutes les sources d'énergie pour passer l'appareil. Donc, c'est pourquoi on a été dans la structure extérieure. OK. D'accord? Pour éviter le champ magnétique de l'énergie entrant dans la maison, le courant de la génératrice ou le courant de l'EDH ou un courant d'inverteur, parce Donc, que c'est un champ d'induction magnétique qui est envoyé à l'intérieur du mur et qui détermine, que le fer est à tel endroit, la dimension du fer est aussi déterminée, les joints entre les barres de fer sont déterminés. Si par exemple il y a une barre de fer qui est cassée, on va la voir. OK. Pour évaluer une petite maison, vous mettez combien de temps? 1 heure, 2 heures? C'est un travail énorme. C'est un travail énorme, si tu permets. Oui, vas-y. On envoie d'abord une équipe pour évaluer combien de mètres carrés. Donc, la surface plancher, on établit le métri. Parce que notre prix est au mètre carré. On charge $3 le mètre carré pour ce travail. Il y a certaines maisons qui peuvent nous prendre 3 jours de travail pour prélever toutes les données. Aussi, non? Et, non, c'est par mètre carré. $3 le mètre carré. Mais c'est pas par minute ni par heure. Non, $3 le mètre carré. OK. Maintenant, cette estimation, étant donné qu'on a relevé le métri, donc on sait exactement la surface de la maison, pour $50 de plus sur l'estimation à $3, votre document est aussi un document que vous pouvez soumettre à une banque pour dire mon immeuble vaut tant. Okay. Bien entendu, ça permet aussi à un assureur de se rassurer. Si on sait que la maison est parasismique, donc l'assureur sait qu'il y a un risque qui n'existe pas. D'accord? OK. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Si jamais il y a un problème, vous dites au propriétaire de la maison que vous avez remarqué, vous avez décelé un problème. Absolument. Et là, le problème étant localisé, on peut intervenir pour réparer, renforcer la structure. Il y a des cas où c'est possible, il y a des cas où on ne peut pas.
Et vous dites généralement toute la vérité? On est obligé. On est obligé parce que oui. Il y a l'avenir qui peut nous rattraper et on ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Et le client est obligé d'avoir l'information précise dans la mesure où il va utiliser cette information pour éventuellement obtenir un prêt ou pour faire assurer sa maison, son appartement, son local. Donc il se doit d'avoir cette information. Okay. Est-ce qu'il arrive parfois que le diagnostic soit mauvais? Oui. Ou ne reflète pas la réalité? Oui. On a eu ces situations-là. On a eu ces situations-là. Et on a dû recommander aux propriétaires de renforcer sa structure. Il y a beaucoup de manières d'attaquer ce problème. Il y a ce qu'on appelle le rechemisage qui est de... C'est-à-dire qu'il y a des barres de fer qui partent du sol comme ça. On met des barres de fer dans le pourtour et on réencadre et on bétonne. Bien entendu, il y a la résistance du béton qui est importante aussi. Sur ce test-là, il y a l'analyse au scléromètre qui permet de déterminer à combien de mégapascal ce béton peut résister. Est-ce que le mélange a été correct ou pas? Parce que très souvent en Haïti, ce n'est pas un mélange qui est fait. C'est un mélange qui est fait sur place. Ce n'est pas... Il n'y avait pas encore les achetés béton, les compagnies qui font du béton. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant? Ça, c'est l'analyse au scléromètre pour voir combien de mégapascal, à combien de mégapascal ça veut dire quoi? La structure peut résister. C'est la force, la pression. La pression et les ondes. C'est une onde qui est envoyée, mais pas électromagnétique, qui permet de déterminer quelle est la résistance du béton. OK. Et le type là, c'est un ingénieur qui... C'est un architecte. C'est un architecte qui est chargé très souvent d'aller sur les lieux parmi d'autres architectes, parce qu'on privilégie des architectes ou des ingénieurs civils pour aller faire ce relevé. Mais vous avez dit que c'est une invention nouvelle. Non, ce n'est pas une invention nouvelle. C'est une technologie qui est relativement... Non, parce que vous avez dit que vous n'avez pas fait d'expérience ailleurs avec cet appareil. Moi, à titre personnel, nous n'avons pas fait cette expérience ailleurs. En revanche, c'est un produit qui existe dans beaucoup de pays, qui est relativement nouveau ici dans le pays. Donc vous avez fait le constat, vous avez constaté le besoin, je dirais. Absolument. Et vous faites venir cette compagnie en Haïti pour offrir ce service. Faire venir cette compagnie, le produit, pas le produit, mais je veux dire le matériel, nous l'avons fait venir en Haïti pour proposer ce service. Et jusque-là, avez-vous déjà évalué des maisons en Haïti? Bien sûr. Combien? Ce serait difficile à donner un inventaire exhaustif et précis du nombre de maisons, mais nous avons un bon nombre de maisons que nous avons déjà évaluées. Ce matériel-là permet aussi d'évaluer, par exemple, la structure d'un pont. Pour les travaux publics, on aurait pu évaluer exactement quelle est la résistance d'un pont, quel est le poids qu'on peut y mettre et quelle est la résistance parasismique de ce pont, parce que ça permet de voir tout le ferraillage et la structure intérieure qui n'est pas apparente à travers le béton. Quand vous proposez ce service à un entrepreneur, à un propriétaire de maison, comment a été la réaction ou encore quelle est la réaction? Je me rappelle... Il y a des hésitations? Non, je me rappelle il y a de la méfiance? Il n'y a pas de méfiance? Non, aucune méfiance. Je me rappelle d'un cas où c'est une femme qui a demandé à son mari de faire évaluer un bureau et une maison où ils habitaient. Et je dois rendre hommage à cette intuition féminine, parce que l'immeuble avait résisté au tremblement de terre sans avoir de dommages. Mais quand on a fait le test, on a vu que la structure avait besoin d'être renforcée, effectivement. Donc, c'est un cas où l'intuition féminine a triomphé comme d'habitude. Comme d'habitude, bien dit. Oui, donc, alors, l'histoire ou encore la leçon de tout cela, c'est vrai, il y a le côté commercial, le côté finance de la question, côté publicité, ça existe aussi. Mais la leçon à tirer de cette expérience qu'on fait ce matin, de cette émission-là, c'est que
la maison peut être encore debout, mais au prochain séisme, Elle peut ne pas résister. Absolument. elle peut ne pas Elle peut résister, éventuellement tomber. elle peut céder. Elle peut céder. Donc là, On est sur du préventif. donc ça c'est prévention. Prévention. Voir si ça va tenir ou si ça ne va pas tenir et maintenant quelle solution y apporter. Si je prends le cas, par exemple, d'une maison de 150 mètres carrés, vous allez investir quoi? $450 pour savoir que votre maison est parasismique ou pas. Je pense que ça vaut le coup. Si vous mettez $50 de plus, ça vous coûte $500. Pour $500, non seulement vous avez une estimation parasismique de votre maison, vous savez le nombre de métriques, quel est le coût de remplacement, quelle est la valeur immobilière du tout. Donc pour moi, c'est du donné et ça se situe, comme on le dit souvent, dans une philosophie d'action citoyenne parce que ça ne coûte pas cher. Ok. Donc ça, c'est pour les maisons qui restent encore debout. Et celles qui sont déjà apparemment fissurées. On peut encore faire l'analyse pour voir si quelque part on peut Envisager une réparation. Envisager une réparation et renforcer la structure. Vous pensez que 7 ans après, il y a encore des maisons qui ont des problèmes et qui tiennent encore Par 7 ans après? expérience, et je peux dire que la plupart des maisons qui ont résisté au tremblement de terre dataient des années 1940, 42, 45 à peu près. Toutes celles qui ont été construites après, il n'y a pas eu ce souci-là. Et ceci pour bien des raisons. Je crois que le dernier tremblement de terre était dans les années 1900-1910. Non, Celui du Cap. 48, je crois. 42. Oui, ou 48. 1948. Jusqu'à 1910, 1940. 1940, on retrouve des constructions où les ingénieurs ont pris en considération le fait qu'on se trouvait sur un territoire qui était parasismique. Et pourquoi on a enregistré autant de dégâts le 2 janvier? Parce qu'après, on n'a pas eu le souci de le faire pensant que c'était juste une fatalité. On ne savait pas à date qu'un tremblement de terre, le fait qu'un tremblement de terre était arrivé dans un lieu bien déterminé, qu'il y avait un cycle à date jusqu'en 1940-1950, on ne le savait pas. Bon, alors maintenant, si on doit résumer, Patrick Giraud, on résume avec le petit appareil et on fait venir la compagnie International Advanced Group Study, IGS, pour évaluer ou faire évaluer sa maison. Absolument. Qu'elle a été affectée ou non par le tremblement de terre. Donc il y a possibilité de voir si la maison est parasismique ou pas, si elle va tomber, si elle ne va pas tomber, si elle peut encore résister ou tenir. Si d'aventure la terre arrive à trembler, bientôt évidemment la terre tremblera, il y aura quand même d'autres tremblements de terre à l'avenir. Mais il est question de prévenir. Il est question de prévenir. Maintenant, si quelqu'un est intéressé, quelqu'un qui suit cette émission ce matin et veut faire évaluer sa maison, qu'est-ce qu'elle doit faire? Prendre contact avec nous, tout Comment? simplement. De prendre Par mail, contact par avec téléphone, nous. ou bien par mail, par téléphone, tous les moyens. Vous venez nous voir, il y a absolument on est à Delma 81. Pas trop loin du tout. Pas trop loin. Non. Mais vous allez revenir pour totalement évaluer Métropole, non? Bon, si vous nous le demandez. Non, mais le seul problème, c'est que il faut que le courant soit coupé, et que les sources d'énergie soient totalement interrompues. Bon, on peut s'arranger pour... Là, oui, il faudra couper les sources d'énergie parce que l'appareil, quand il se trouve dans un milieu où il y a des interférences de courant, d'énergie électrique, et les données sont faussées. Ça affecte la lecture. Ça affecte la lecture. Et les résultats du diagnostic peuvent se révéler Non, le relevé peut ne pas pouvoir se faire. Donc il faut quand même couper les sources d'énergie avant. L'adresse, maintenant, si on veut... Nous sommes à Delma 81. Delma 81, juste en face Épidore. Juste en face d'Épidore, oui, bon, c'est facile. C'est facile. Et ça s'appelle... IAGS. IAGS. International Advanced Group Studies. Et c'est écrit, c'est visible. Oui, absolument. C'est à l'intérieur de Delma 81, juste en face de la 3e barrière de la CRS.
De la CAS. Parfait. Et pas de téléphone pour les rendez-vous, c'est pas nécessaire, donc on vient... Oui, on peut appeler au 48 76 56 56, qui est Ou mon au 48 92 27 00. Alors j'apprécie, lui, il donne le vôtre et vous donnez le sien. Non, C'est ça- non, non, c'est non, ça- non, non. Non, chacun a le sien. Donc, voilà. Ok. Donc, alors, on recommence pour le numéro de téléphone parce que je suis sûr que les gens vont appeler. C'est le 48 76 56 56, 48. 76 56 56. Et 48 92 27 00. Voilà, donc ça c'est pour IAGS, si l'on veut avoir des informations, si on veut faire évaluer Absolument. sa maison. Et nous sommes prêts. Et c'est pas cher. Ça va, c'est intéressant comme prix. Au regard justement de... La vie n'a pas de prix. C'est ça Oui. qu'il faut se mettre en évidence. Donc $450 pour avoir un résultat qui permet de savoir si sa maison est protégée contre un éventuel séisme ou pas. Voilà, Très bien. Le choix est à faire. Patrick Giraud, Hans Peters de l'IAGS, International Advanced Group Study. Merci infiniment Merci beaucoup, Wendell. d'accepter d'être avec nous ce matin pour partager cette information Je vous en prie. avec, Merci à vous. avec le public de Métropole. Merci, messieurs, et puis bonne Merci. chance. Merci. Et à Merci. bientôt. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Vous vous posez peut-être la question à savoir pourquoi Wendell annonce la participation d'une équipe qui s'appelle Swim for Haiti. Alors, vous allez avoir la réponse dans un instant, ne quittez pas. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dominique Carbonis et Jim Chou de Swim for Haiti sont nos deuxièmes invités, sont donc invités à la deuxième partie de la rubrique. Bonjour, madame Carbonis. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Jim Chou, bonjour. Bonjour, Wendell. Bienvenue à Merci. Métropole. Merci. Première question. Je sais que c'est la 4e édition, Ouais. mais quand on dit Swim for Haiti, nager pour Haïti, Nager pour Haïti. mais c'est pas nager pour sortir, Nous nageons pour une cause. pour une cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nager pour Haïti? Alors, nager pour Haïti, je peux dire, je vais commencer par un peu l'historique de ce que ça veut dire à nager pour Haïti, Swim for Haiti. D'abord, je dois dire que moi, je suis une mordue de natation. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire des nages un peu à travers la Caraïbe. Et j'ai commencé avec la Martinique. Et j'ai invité ces messieurs, ils s'appellent des cachalots, et moi j'étais la sirène. Je les ai invités à venir nager en Haïti. Et en venant nager en Haïti, j'ai découvert que nos eaux, malheureusement, n'étaient pas très propres. Et c'est comme ça que j'ai créé Haïti Belle Haïti Verte pour la protection de l'environnement avec tout un groupe de citoyens. De là, maintenant, Jim a entendu parler du mouvement et nous nagions sur le littoral, c'est-à-dire, par exemple, de Moulins-sur-Mer à des Cameroun ou bien de Moulins-sur-Mer à... Bon, le plus loin possible. Et de là, maintenant, on s'est dit, il a dit, mais pourquoi on ne fait pas une nage maintenant dans le Golfe, c'est-à-dire des arcadins vers la terre. Et c'est comme ça que Jim est venu avec l'idée de Swim for Haiti. Et nous sommes dans notre 4e édition parce que nous étions, je pourrais dire, la première édition, nous étions des fous. On est partis à la nage, les 4 personnes, nous étions 2 femmes et 2 hommes. Nous sommes partis à la nage sans protection. Nous sommes partis sans comme ça. gilet de sauvetage, Sans gilet de sauvetage, nous sommes rentrés dans l'eau, on avait 2 bateaux qui nous accompagnaient et puis ils nous ont suivis. Et on a réalisé en faisant ça qu'il fallait être un peu plus expérimenté et faire des choses d'une façon plus organisée. Et c'est comme ça qu'on a fait la 2e édition, et en 2015, avec maintenant 16 nageurs. De là, nous sommes devenus beaucoup plus expérimentés, plus populaires, et nous sommes venus avec une 50aine maintenant de nageurs de partout à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e édition. En 2017, nous accompagnons maintenant plus de 60 nageurs, Ou 70. 70 nageurs internationaux et locaux et de tout âge, c'est-à-dire des enfants de 6 ans qui vont faire l'expérience de nager avec nous et des adultes allant jusqu'à au-delà de 60 ans. Alors, ça, c'est une expérience intéressante
dans laquelle nous avons aussi appris à nous organiser pour que la nage soit une nage très sécuritaire. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous faisons, qui est, je pense, une chose intéressante et peut-être un peu novatrice, c'est que nous nous faisons accompagner de bois fouillés. Nous nous sommes entendus avec les gens de la communauté pour avoir tous les pêcheurs de la zone pour pouvoir nous accompagner. C'est-à-dire qu'un nageur est accompagné d'un bois fouillé. Chaque nageur a son bois fouillé. Et son bois fouillé est son guide, son protecteur, pour pouvoir l'accompagner jusqu'à destination. Et autour de ces bois fouillés, il y a des petits bateaux qui assurent notre sécurité. En cas qu'un nageur a besoin de quelque chose, ce petit bateau s'approche. Et autour de ces petits bateaux, vous avez 2 grands bateaux qui nous indiquent le chemin, un en avant, et qui clôturent la nage, un en arrière. Et autour de ces bateaux, maintenant, vous avez des jet skis qui empêchent à d'autres jet skis de rentrer dans notre cercle. Alors, ce sont plusieurs cercles pour pouvoir arriver à permettre à ce nageur d'être nagé en sécurité. Et cette année, on s'est donné comme objectif de nager 10 km, ce qui rend la nage une nage internationale du genre olympique et qui sortira maintenant des Arcadins, des îles des Arcadins. Les bateaux nous amènent aux Arcadins. Et des Arcadins, nous allons maintenant arriver jusqu'à Waoubé. Maintenant, pour ceux qui sont un peu moins expérimentés, mais qui veulent quand même nous accompagner et nous supporter, nous avons une nage maintenant de 1,5 km qui sortira de Calico pour arriver à Waoubé. Et maintenant, nous avons 2 types de nage. Aujourd'hui, la personne peut être accompagnée, c'est-à-dire qu'elle peut être assistée de snorkel, elle peut être assistée de palmes, ou bien elle peut nager sans rien du tout. C'est-à-dire qu'elle nage avec ses mains et avec ses jambes et elle se met à l'eau. Mais naturellement, on doit avoir de la résistance pour une telle entreprise. Pendant combien de temps, par exemple, vous pouvez nager? Eh bien, je peux dire que moi, je nage 3 heures de temps, mais ça demande... Vous nagez 3 heures? 3 heures de temps. Pendant 3 heures? Ouais. Sans désemparer? Sans désemparer. Alors, ça demande, je peux dire, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un cocktail d'abord de technique. Il faut la technique. Il faut aussi une excellente respiration. Ça veut dire que la personne doit vraiment pratiquer sa respiration. Et puis un rythme continu, un rythme soutenu. Et après ça, maintenant, comme vous avez dit, l'endurance. Et puis tout ça accompagné d'une volonté et d'un focus sur un point. Alors, Jim, vous avez participé à toutes les éditions, les premières éditions, je veux dire. Oui, absolument. Et on n'a jamais eu d'incident, il n'y a jamais eu de problème? Jamais eu un incident. Donc, en fait, un élément très, très important, c'est comment on gère cet événement. Et il faut le gérer en conformité avec les standards internationaux. C'est très, très important. Et comme Dominique a expliqué, nous avons plusieurs niveaux de protection pour chaque nageur. Et avant l'événement même, il y a beaucoup de choses à communiquer et aussi préparer pour les nageurs et pour les organisateurs pour être sûr que le nage est absolument sûr. Mais c'est quoi le défi dans tout cela? C'est pouvoir rester pendant longtemps à nager ou bien évaluer sa capacité d'endurance ou de résistance, ou bien créer du plaisir, créer un événement touristique. C'est quoi l'objectif? Peut-être je peux dire quelque chose. Donc, je crois, comme Dominique a dit, c'est la volonté de vraiment dire, OK, je vais y aller. Et dire, oh non, tout le monde dit c'est pas possible, mais je vais le faire. Et de trouver le pouvoir, de trouver la volonté de y aller. Et ça, c'est très, très important. C'est de moitié mental. Ouais. Alors l'objectif, pour accompagner ce qu'il vient de dire, c'est que nous nageons pour l'image d'Haïti. Ça, c'est le numéro 1. Nous nageons pour l'image d'Haïti, nous nageons pour améliorer notre image. Mais, je vous arrête un moment. Comment améliorer l'image d'Haïti si nos eaux sont sales? Alors, ce que nous faisons, c'est un défi à nous-mêmes. D'abord, on attire les visiteurs en leur disant, écoutez, Haïti a des choses qui sont intéressantes à faire, intéressantes à voir. Et les gens maintenant viennent nous accompagner. Et pendant qu'ils nous accompagnent, beaucoup d'entre eux sont très concernés aussi par la nature. Parce que ce n'est pas en Haïti seulement qu'on trouve ce genre de problème. Ça se trouve un peu à travers le monde. Alors, on s'est donné comme objectif de trouver maintenant des projets
avec les fonds que nous recueillons pour protection de l'environnement. Ça a déjà commencé avec Haïti Belle et ça continue avec Swim for Haiti. Mais il y a aussi une autre chose que nous faisons quand nous nageons pour cette cause. Nous nageons aussi pour apprendre à des enfants à nager, pour qu'ils n'aient pas peur de l'eau. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas trop longtemps que nous avons découvert la natation. Et beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes ne savent pas nager. Alors, les fonds qui sont recueillis pour cette activité sont aussi donnés à une personne qui s'appelle Ian, qui va aussi faire des cours de natation pour 6 000 enfants, pour leur apprendre à nager. Et puis, une autre raison aussi pour pouvoir... 6 000 enfants défavorisés. Il a combien déjà? Il travaille sur ce programme, il a déjà des centaines d'enfants et il rentre et sort d'Haïti pour pouvoir au fur et à mesure amener à fruition son plan. Okay. Maintenant, une autre raison pour laquelle nous nageons aussi, c'est parce que, bon, moi je suis une mordue du tourisme aussi, le tourisme d'aventure. C'est une chose, enfin, ce défi d'aventure et de vouloir faire quelque chose où nous sommes amenés à faire une confrontation avec soi-même. Mais en même temps, cette aventure amène les gens à s'intéresser à Haïti et à s'intéresser à venir découvrir ce que nous avons à offrir. Alors, tout ça aussi, ce sont des choses qui vont nous amener à nous dire, mais qu'est-ce que nous allons faire pour continuer maintenant à gérer notre pays d'une façon beaucoup plus propre et salubre. OK, mais très certainement, vous faites partie de l'équipe de promotion de cet événement. Dominique, moi, je m'imagine, par exemple, nageur, et que je vive aux États-Unis ou ailleurs. Avec la mauvaise presse dont Haïti fait l'objet ces dernières années, quelle parole que vous avez pour convaincre un nageur à venir en Haïti? Peut-être je peux discuter ça un peu. Donc, notre stratégie, c'est attirer les touristes d'aventure. Oui? Donc, il y a des touristes qui veulent aller sur la plage et avoir quelque chose de très relax. Mais il y a aussi beaucoup de touristes qui veulent quelque chose plus que ça, un besoin un peu plus qu'une plage, quelque chose de plus glissant, quelque chose de spécial. Et Haïti a la possibilité, a la capacité d'offrir ça. C'est pas parfait, il y a beaucoup de problèmes, oui, il y a les images qui ne sont pas bien, mais il y a déjà quelque chose de glissant, quelque chose de spécial d'Haïti. Un exemple, il y a un visiteur qui est venu en 2015 de Angleterre. Et il a fait sa nage, et très bien. Et je dis, Piers, what are you doing now? Qu'est-ce que tu fais? Et il a dit, bon, je vais voir un opéra. J'ai dit, quoi? Un opéra? Wow. À ce soir-là, il y avait un opéra à Casal, sur la colline, avec le Opéra national de Pologne, des descendants des soldats polonais. Et j'ai vu les images avec les Polonaises faire tout l'opéra avec les petits poulets à sa pied. Et dans un petit village comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Et ça, c'est ce que les touristes d'aventure cherchent. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus avec la richesse culturelle, la richesse historique d'Haïti qui peut attirer les touristes d'aventure, même s'il y a des problèmes. En fait, les problèmes peuvent être attirer les touristes parce que c'est différent, c'est intéressant. Oui, bon, c'est pourquoi on parle d'aventure aussi. Maintenant, et vous, Dominique, vous dites quoi, par exemple, pour convaincre quelqu'un à venir? Alors, je dois dire que du côté local aussi, il y a quelque chose d'intéressant parce que les gens qui viennent visiter Haïti et qui savent qu'ils sont en contact avec la communauté, ça c'est une chose aussi qui est très intéressante aujourd'hui, qui se répète de plus en plus dans le tourisme. Les gens veulent une aventure réelle, veulent vivre ce que vit la communauté. Et là, nous sommes en affaire directement avec la communauté. Je m'explique. Et dans la communauté, nous avons un contact direct avec les hôteliers de la zone. C'est-à-dire tous les hôtels de la Côte des Arcadins participent à cet événement. Et sur 19 km, tous ces hôtels participent. Maintenant, du côté de la communauté elle-même, les riverains de la zone, nous avons maintenant des relations excellentes avec les riverains de la zone qui maintenant nous accompagnent à organiser le nettoyage des îlets. Là, avec l'aide du ministère du Tourisme et des gardes-côtes, nous avons obtenu un bateau pour pouvoir arriver à nettoyer les îlets. Alors, les gens de la communauté partiront
vendredi et samedi, pour pouvoir déjà préparer le terrain pour recevoir et accueillir les visiteurs sur les îlets. Et ils nettoieront les 3 îlets. Ça, ce sont les gens qui sont de la communauté de Montrouy, qui se sont mis ensemble, et 15 d'entre eux partiront avec des maillots Haïti Belle, Haïti Verte, aller faire le nettoyage des îlets. Maintenant, la deuxième façon que nous avons collaboré avec les gens de la communauté de la zone, c'est avec les bois fouillés. Et nous voulons, notre objectif, c'est qu'au fur et à mesure, on appelle de plus en plus de bois fouillés à participer. Nous avions commencé avec 16 bois fouillés, 50 bois fouillés, aujourd'hui 70 bois fouillés. Chaque personne aura son bois fouillé. Imaginez-vous cette scène maintenant sur la mer, avec tous ces bois fouillés locaux. Et l'idée aussi, c'est de conscientiser ces pêcheurs que si maintenant, aujourd'hui, nous ne faisons pas quelque chose pour protéger notre environnement, on n'aura plus de poissons. Alors les gens me disent toujours, qu'est-ce que tu vois quand tu es dans l'eau? Tu n'as jamais rencontré des poissons, des grands poissons? Je dis non, j'ai rencontré des grands sachets. Malheureusement, c'est ce que nous rencontrons. Oui. Maintenant, 70 nageurs, vous avez dit, vont participer. Et maintenant, vous espérez combien d'étrangers, combien de touristes étrangers, à part les nageurs? C'est un peu difficile à évaluer, mais ce que je peux vous dire, c'est que disons que dans ces 70, il y a peut-être une vingtaine qui feront la nage complète. Et dans ces 70, la vingtaine viendra aussi beaucoup d'entre eux des États-Unis, de partout en Europe. Il y a même celle qui est l'haïtienne qui a participé aux Jeux Olympiques, qui va nager aussi avec nous. Elle s'appelle Naomi Grandpierre. Naomi Grandpierre, qui va participer aussi avec nous. Alors, quand vous avez maintenant ce genre de situation, eh bien, alors, ça motive maintenant les gens à venir nous accompagner dans la nage. Là, vous attendez 2 catégories de touristes. 2 catégories de touristes. Maintenant, touristes directement. Et locaux. Et beaucoup de locaux, nous espérons. Et aussi, même si pas pour nager, mais pour nous supporter. Alors, les étrangers, par exemple, disons que monsieur vient nager, ou bien madame vient nager. Eh bien, il vient avec sa famille. Il y a un effet multiplicateur extraordinaire dans l'hôtellerie et dans le tourisme en général. Ça veut dire que maintenant, si ce monsieur vient, il va en parler à d'autres, et puis d'autres viendront, et puis l'année prochaine, d'autres encore, et les gens vont visiter le site que nous avons conçu, et que tous les hôteliers de la Côte des Orcadais ont fait la même chose aussi. Ils ont mis sur leur site, ils ont fait une relation entre leur site et celui de swimforhaiti.org, qui est le site de Swim for Haiti, de façon à ce que les gens soient informés. Combien de femmes qui vont nager? Je ne suis pas très sûre. Combien de femmes? Moi, je sais que je nage. OK. Il y a Naomi Grandpierre aussi. Naomi? Oui, je crois presque la moitié. Parce que la moitié, ce sont des femmes. En fait, peut-être plus de femmes que des hommes. Ah bon? Ça, je n'avais pas réalisé. Mais qui est-ce qui organise? Qu'est-ce qui établit les contacts avec les nageurs? Eh bien, Jim, à travers le site. Oui, donc il faut s'inscrire sur le site. Et après... Et vous avez des gens qui se sont inscrits? Oui, nous avons 60 personnes qui sont inscrites et il y a plusieurs personnes qui ont dit il vient. Est-ce que vous avez fermé les inscriptions? Ça continue? C'est possible. Bon, le nage 10 km ferme samedi. Donc après samedi, ce n'est pas possible de s'inscrire parce qu'il faut préparer tout ça. Mais pour le nage 1,5 km, on peut s'inscrire même dimanche matin à 8 h à Calico. Ok, donc il suffit de savoir comment le faire. Donc, ce n'est pas nécessaire d'appeler, on peut inscrire directement sur le site. Oui. Vous nous rappelez le site, c'est swimforhaiti.org. Les gens peuvent vous poser certaines questions, encore peuvent se poser cette question, à savoir, pourquoi vous l'appelez tout simplement, vous l'appelez Swim for Haiti, nager pour Haïti? Est-ce que c'est pour l'environnement ou pas? Bon, d'abord, en anglais, parce que c'est un mouvement international et la langue anglaise est beaucoup plus facile à capter un grand public à travers le monde. Et puis, maintenant, Swim for Haiti, ça attire l'attention. Et l'idée maintenant, quand les gens s'intéressent et essaient de comprendre ce que ça veut dire, qu'ils vont sur le site, ils réalisent maintenant que nous nageons pour une cause et pour une noble cause. Et en même temps, on s'amuse et en même temps, c'est un tourisme d'aventure. Oui. Donc, il y a aussi un niche, un sport niche, comme open water swimming, nage en eau libre. Donc ça, c'est un sport qui est assez connu dans le monde et il y a les participants qui sont très passionnés de le sport. Donc, dans cette façon, votre question avant, les gens qui veulent nager open water et avoir une aventure,
recherche les endroits pour y aller. Donc, un titre comme Swim for Haiti, c'est simple. C'est Open Water Swimming, voilà, c'est en Haïti. Donc, on n'a pas besoin de se compliquer le message, c'est simplement aventure en Haïti avec le nage. Ce serait bien aussi, peut-être, Jim, que tu expliques un peu la participation de Swim Track. Oui, ça c'est très important. Comme nous avons dit, donc, le standard international est très important. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons invité le fondateur, propriétaire d'une société qui s'appelle Swim Track d'Angleterre. Il organise les tours de nage en eau libre partout dans le monde, en Grèce, en Indonésie, en Thaïlande, en Bahamas, etc. Et parce que nous voulons le faire dans un standard très haut, dans le standard international, Simon Meary, le fondateur, nous a aidé de le gérer correctement. Et avec l'équipe et les partenaires locaux qui savent comment intervenir en Haïti, ces combinaisons, c'est formidable. Parce qu'on peut avoir les reconnaissances internationales. Nous faisons maintenant partie du Global Swim Series. Ça, c'est un réseau international d'événements comme ça, avec des événements en France, en Asie, aux États-Unis, au Mexique, etc. Et Simon même, SwimTrack même, a les tours de nage d'Haïti. Donc ça veut dire Haïti est maintenant dans la même ligue que Grèce, Croatie, Thaïlande, etc. pour SwimTrack et pour cette Global Swim Series. En termes de retombées d'une telle activité, bon, pas économique, mais est-ce que vous constatez une envie, un désir chez les gens pour la nage? Définitivement. Je pense que le fait de... Bon, je peux même citer, ou bien j'ai même en tête des gens qui nagent à partir du fait qu'ils se sont dit, bon, si elle peut nager, moi, pourquoi pas? Et puis ils se mettent à nager aussi. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Je ne les citerai pas parce que peut-être qu'ils seraient timides à pouvoir dire qu'aujourd'hui, ils sont des nageurs et des gens qui avaient très peur de l'eau. On a besoin de combien de temps pour devenir un nageur professionnel? Ça dépend de la personne. Ça dépend de ce que la personne veut mettre comme énergie dans ce sport. Ça dépend de ce que la personne voudrait faire avec ce sport. Est-ce que vous envisagez des arrangements à l'occasion de l'événement? Là, je parle à l'hôtelier que vous êtes, pour faciliter l'hébergement des gens qui vont effectuer le déplacement. Est-ce que les prix seront les mêmes? Les prix n'ont pas changé. Et quels arrangements? Très bien. Alors, tous les hôteliers ont donné un tarif, chacun à sa façon, avec les repas ou sans repas. C'est à l'hôtelier de décider. Tous les hôteliers ont participé d'une façon ou d'une autre en faisant des programmes spéciaux. Mais ce qu'ils ont fait aussi, en plus, c'est de faire des programmes, des excursions. Par exemple, Marina Blue a fait des excursions en mer et d'autres ont fait des excursions sur terre. Et d'autres aussi, maintenant, je dois dire Waoubé, est celle qui reçoit pour la remise des prix et fêter à la fin de cette nage. Alors, il est convenu que nous nagions entre 7 h du matin et midi. Certains arriveront peut-être vers 10 h, d'autres arriveront peut-être vers 11 h midi. Et à midi, maintenant, on fera la fête pour pouvoir fêter ensemble et nous accueillir à Waoubé. Toutes les personnes intéressées à venir sont vraiment bienvenues. Et il s'agit de payer $30 américains pour pouvoir participer à la fête et en même temps bénéficier d'un buffet que servira Waoubé ce jour-là. Et autour de ça, je dois dire que la majorité des hôtels sont pratiquement remplis. Déjà? Déjà. Et le fait d'avoir fait ceci, ça fait déjà quelques mois que nous organisons ça. Et nous nous prenons en général bien à l'avance. Nous faisons des organisations depuis... Jim, déjà, nous donne les dates. On décide des dates avec Jim peut-être 6 mois à l'avance. Et à partir de là, nous travaillons au fur et à mesure pour arriver aux objectifs. Parce que la majorité des gens venant de l'étranger, il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir avoir cette date fixée. L'ensemble des hôtels totalise combien de chambres? À peu près 680 chambres d'hôtels. 680 chambres. Qui représentent un tiers de l'effectif des chambres d'hôtel en Haïti. OK, mais ça ferait combien de gens?
Ça peut représenter, disons, 2,3 personnes par chambre. Vous avez déjà 1200, 1500 personnes. Donc déjà, on peut compter sur cette quantité de gens pour l'événement? Pour ceux qui... Approximativement. Approximativement. Et en plus, les gens qui viennent pour la journée, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour la journée. Métropole est invitée, Métropole sera là. Oui. Métropole nous a déjà promis de venir filmer. Alors nous sommes très contents de ça et on remercie Richard particulièrement et aussi toi, Wendell, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et ce genre de programme ne pourrait se faire sans l'accompagnement de nos sponsors. Et si tu permets, je vais les citer. Oui, allez-y, allez-y. Alors, le premier sponsor est notre sponsor officiel et qui nous accompagne depuis belle lurette, depuis Haïti Belle. Et ceci, c'est Innovation SA, avec Fred Lévy, qui a été vraiment toujours un grand supporter de nos activités, particulièrement par le fait que nous nageons pour une cause. Et il nous accompagne. De là, maintenant, nous avons obtenu tous les hôteliers de la Côte des Arcanais, mais particulièrement, on peut dire que Waoubé, Moulins-sur-Mer, Marina Blue ont été des sponsors immédiats à venir dans cette activité. Et nous avons le whisky Johnny Walker et Crowley, qui sont d'autres sponsors. Maintenant, Decameron aussi. Et Decameron maintenant est devenu un sponsor aussi. Et vous avez aussi Wangabé et Calico qui participent et qui a toujours été très positif avec notre objectif. Et maintenant, même Kayona a toujours été là avec nous. Alors, qui n'a pas un hôtel, mais qui aujourd'hui nous a accueillis sur sa plage pendant 2 ans. Alors, ça aussi, c'est à remercier. Maintenant, on ne pourrait pas faire cette nage sans l'accompagnement, comme j'ai déjà dit, de la communauté de la zone, sans l'accompagnement du ministère du Tourisme, sans l'accompagnement de la mairie de l'Arcaïen qui va ramasser les déchets que nous allons collecter sur le bateau et l'amener maintenant là où il faut. Et aussi maintenant toutes les personnes qui ont voulu faire que cet événement soit possible. Alors, je terminerai avec cette note positive que vous avez dit tantôt. Quand on vous pose des questions à savoir est-ce que vous rencontrez de poissons géants, vous répondez non, mais des sachets énormes. C'est dommage. Des sachets géants. C'est dommage. Mais est-ce que vous n'envisagez pas une petite campagne je dirais, de sensibilisation? Déjà, ce que nous faisons est une sensibilisation, mais nous voulons maintenant le faire d'une façon plus formelle. Plus systématique, pour que les gens arrêtent de jeter leurs détritus dans la mer. Ceci demandera aussi une volonté politique. Et à ce moment-là, nous espérons qu'à travers des actions avec le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme et même le ministère du Sport, des Sports, que nous arrivions maintenant à faire un effort pour pouvoir conscientiser, accompagner, nettoyer notre zone. Nous autres, nous sommes en train d'étudier aussi, je dois dire qu'avec les fonds qu'a recueilli Haïti Belle, Haïti Verte, et depuis des années, nous cherchons depuis des années à avoir un programme durable pour pouvoir accompagner dans la collecte des déchets. Et nous travaillons d'une façon assidue pour pouvoir arriver à faire que ces déchets se transforment en quelque chose qui pourrait même produire ce qu'on appelle le biomasse. Et là, nous travaillons sur ça pour pouvoir arriver à faire de l'énergie avec ces déchets. Et c'est un travail qui est de longue haleine, c'est un travail qui demanderait beaucoup d'études et nous travaillons sur cet esprit-là et demandons aussi à la population de plus en plus d'être consciente de l'importance de ne pas pouvoir jeter des choses par la fenêtre. Et surtout sur la route de la mer, on voit que les gens, quand ils circulent tap-tap en voiture, on lâche des déchets par la fenêtre. Et moi, je klaxonne automatiquement quand ça arrive parce que je n'arrive pas à... je ne conçois pas. Oui, et ça, c'est un problème. Grave, très grave. Ouais. Merci Dominique. Merci Jim. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin à Métropole. J'espère que les gens vont faire le déplacement en grand nombre pour aller voir, saluer, applaudir l'initiative. Swim for Haiti, la date c'est dimanche. Le dimanche 19 février. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Nous allons nous inscrire à Café 36 pour ceux qui veulent venir s'inscrire jeudi soir de 7h à 9h. Et sur online, swimforhaiti.org. Et aussi, maintenant, comme a dit Jim, la veille de l'événement à Waoubé. Mais avant de partir, nous voulons nous assurer de te remettre un petit cadeau. Ah bon? Pour pouvoir assurer que tu viennes nous supporter.
et que tu es un cadeau de notre petit maillot que nous portons, Jim et moi, et que nous voulons t'offrir. Merci beaucoup. Avec tous les noms des sponsors à l'arrière. Je savais nager quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si je pourrais tenir, si je vais pouvoir continuer. Au moins, viens nous supporter, et viens nous accueillir et quand on aura terminé de nager. Merci beaucoup, merci beaucoup Jim, merci Dominique. Merci à toi. Il faut voir si je vais vous reporter. Oui, mais ça va aller. Hein? Ça va aller. Si j'avais d'autres, on te donnera. Merci beaucoup. Et je vais faire de mon mieux de façon à y être. Merci. Merci à Métropole. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, émission divisée en deux aujourd'hui. Et le deuxième groupe était composé de Dominique Carvonis et de Jim Chou de Swim for Haiti. L'événement, c'est pour ce week-end, dimanche 19 février, la 4e édition de Swim for Haiti. Donc, vous êtes attendus sur la côte des Arcadiens pour aller voir et pourquoi pas aller nager aussi. Attention, il faut penser à faire vos réservations déjà parce que les hôtels sont déjà presque remplis. Vous l'avez dit. Tout à fait. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.